Quand j'ai revu le titre que j'avais donné un peu en vitesse à Thomas, je me suis dit, on va me prendre pour un visionnaire ou je ne sais quoi. Et je me suis dit, écrire vision, c'est un peu osé. Alors, j'ai mis Mandrika pour compenser et vous faire bien comprendre que derrière ce terme de vision, c'est plutôt des réflexions, un horizon de réflexion qui d'ailleurs tient en grande partie aux mêmes lectures, avec moins de brio, je l'avoue, que M. Menghini sur les formes de la démocratisation culturelle, de la place qu'on doit trouver à l'articulation de cette, non pas échec effectivement, mais travail perpétuel sur la démocratisation culturelle de génération en génération. On n'aura jamais fini avec ça, pas plus qu'on n'en a jamais fini avec l'éducation de nos enfants et des enfants de nos enfants, etc. Donc, mon but aujourd'hui, dans un format court, je vais essayer de rester dans le tempo qui m'a été demandé, c'est de vous montrer un peu ce qu'on fait dans une bibliothèque qui est très différente de celle que nous venons de voir à Bâle, de ce que vous connaissez dans les bibliothèques municipales, que je connais aussi bien dans un domaine de lecture publique, disons, et où on rentre dans le temple, pour le dire comme ça, et ce terme d'ailleurs est toujours délicat, mais enfin, une sorte de temple à l'ancienne de la conservation et qui a une dimension patrimoniale très affirmée et sur laquelle il faut travailler et tirer profit. Il n'y a pas d'impasse, mais il y a un gros travail à fournir pour continuer à trouver sa place dans la société. Alors, je vais parler de ce qu'on fait, très simplement. Médiation à la Bibliothèque de Genève, c'est une programmation culturelle assez diversifiée qui est proposée sur les différents sites qui constituent, pas à proprement parler un réseau, mais en tout cas une structure organique avec notamment des collections, avec des rendez-vous réguliers, déjà anciens, qui ont gagné je dirais, ce qui est très important dans ma vision de la médiation, l'intérêt, l'attention d'une communauté d'intérêt autour de cette très très belle collection d'affiches et de rencontres autour de la création contemporaine et dans ses rapports à l'histoire de cette collection. Il y a à peu près 130 000 affiches conservées à la Bibliothèque de Genève. Donc beaucoup de rendez-vous à midi. Un autre site qui, lui aussi, trouve son public, trouve sa voix de manière assez claire, la musicale au Grutli, qui organise des saisons, les 4 saisons, pour énoncer le fait qu'on offre 4 soirées dans l'année, enfin dans une saison à cheval sur 2 années civiles, et qui permet d'assister à des concerts dans l'espace de la bibliothèque. C'est un lieu qui ne donne pas, à proprement parler, l'occasion à faire une médiation. C'est vraiment un spectacle qui est proposé aux gens gratuitement et qui rencontre vraiment un bel accueil. En tout cas, chaque fois que j'y vais, et j'y vais chaque fois, c'est vraiment excellent. C'est très drôle, c'est très vivant, c'est très frais. Et ça remplit vraiment la même joie que les enfants qu'on a pu voir sur la photo tout à l'heure. L'exposition. L'exposition, c'est un vrai problème pour une bibliothèque. Qu'est-ce qu'on fait dans une bibliothèque? Médiation n'est pas exposition. On n'est pas non plus une bibliothèque de musée comme au MEG ou au Muséum d'histoire naturelle. On a bien sûr l'espace Amélie Lullin qui est connu, mais je repense... Je n'ai pas lu le plan stratégique de M. Vastio, mais j'ai vu juste l'article dans la Tribune de Genève. Et vous avez vu comment il se termine l'article? Je vous le redis, en tout cas de tête, pour moi, c'est ce qui m'est resté de la fin de l'article. Il évoque le coût d'une exposition au MEG. C'est 2 millions. Donc, c'est là qu'on a dans un changement d'attitude, c'est-à-dire vouloir tout faire finit par ne plus permettre de faire les choses de manière, je dirais, satisfaisante. Et soyons clairs,
dans la surenchère muséographique internationale dans laquelle on vit, où les grandes expositions, j'entends Vinci, étaient bookées sur plusieurs semaines à l'avance, les grandes expositions parisiennes, anglaises, etc., ont fait que la demande sociale en matière d'exposition rend très difficile pour une bibliothèque, en tout cas à mes yeux, le sens de monter dans ses murs un tel dispositif, à moins qu'elle ait des moyens extraordinaires. Mais on n'a par exemple pas les équipes techniques qui vont avec tout ce qui est montage d'exposition. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas aux expositions par les collections, mais on ne le fait pas dans nos murs. En revanche, ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on vous montre là, c'est des accrochages. C'est une manière de présenter de manière très, je dirais, très modeste, mais efficace, sans surcoût aussi pour nos équipes, même s'il y a du travail, des reproductions dans un couloir qui mène vers les lieux où on peut emprunter les livres, puisqu'on se retrouve à la Bibliothèque de Genève dans une situation à l'ancienne, je dirais, où pour la plupart des cas, vous allez à un guichet pour récupérer un livre que vous avez commandé. L'accès libre existe, mais il est relativement mineur, puisqu'il offre 40 000 bouquins pour une évaluation des collections qui est de plusieurs millions. Voilà. Donc l'écart est là. Donc l'usage de ce couloir des coups d'œil au Bastion est une manière, je dirais, de montrer les collections sans faire appel à des originaux pour des questions de sécurité, mais qui permet comme ça de faire une médiation, mais là aussi avec généralement peu d'interventions directes de notre part. Il y a l'édition d'un petit catalogue qui est mis à disposition gratuitement du public quand il passe, mais c'est plus de l'ordre de, je dirais, l'accrochage visuel pour le plaisir des yeux et la découverte. Vous avez deux exemples. Celui de gauche, c'était celui qui a été mené en début d'année autour de l'entreprise Gardi, et celui qui est à droite, c'est celui qui est actuellement en place, alors qui bénéficie d'un concept un peu plus élaboré autour de Mandrika, dans le cadre du programme qu'on a monté autour des prix Töpffer et qui a été scénarisé et mis en forme par des étudiants de la aide. Autre format, je dirais, de médiation autour des connaissances et des collections de la BGE, de son patrimoine, le concept de trésor de la BGE. Il y en a déjà eu plusieurs, un sur Bouvier, un sur un manuscrit du XVIe siècle dont la discussion portait de savoir s'il avait été élaboré avec, par Vinci ou pas. Et nous avons en cette fin d'année tout un dispositif de rencontres. Et ce soir, M. Canan l'a signalé ce matin, nous avons une rencontre débat, table ronde autour de Töpffer, inventeur de la bande dessinée, question rhétorique, mais qui renvoie à la très belle collection dont la ville dispose, à la fois des archives et des imprimés de Töpffer. Donc tout un dispositif là de rencontre qui se veut l'occasion de faire dans un format court une rencontre mêlant des compétences, donc renvoyant à ce que disait tout à l'heure M. Menghini, c'est-à-dire comme l'artiste, l'historien, le chercheur, on ne lui demande pas de rabattre son niveau de compétence, on ne lui demande pas de brader son savoir, on veut au contraire qu'il passe ce savoir-là. Mais il faut réussir à le faire passer dans une dimension, je dirais, lisible, audible, et donc de le mélanger avec aussi un regard extérieur à la recherche, qui sera ici, en l'occurrence, concrétisé par la présence de ZEP, qui sera en interaction avec les chercheurs historiens. Voilà. Et c'est un peu cet esprit qu'on veut développer, pas simplement pour du marketing, même si on sait bien qu'on a besoin de grandes figures. On n'est pas dupes. Si je fais venir un Baladi, j'aurai peut-être moins d'écho médiatique, même si Baladi est tout à fait respectable et que j'apprécie son dessin, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est pas la figure de ZEP au niveau je dirais de
capacité à faire venir des gens sur d'autres raisons, mais qui peuvent trouver leur compte à venir nous écouter. Voilà, on verra ce soir. Autre point dans notre activité, et là on retourne sur la question de l'exposition. On ne peut pas ne pas agir, et c'est quelque chose que vous rencontrez partout et que vous connaissez vous aussi. On en a parlé ce matin avec Céline Cerny. Le partenariat est une chose extraordinairement importante. Elle est fondamentale, elle doit être valorisée, mais elle est compliquée. Elle est compliquée parce qu'il faut remonter ses manches et il faut effectivement accepter, je dirais, la réciprocité, l'écoute, entrer dans la logique de l'autre, savoir ses intérêts, modérer les siens, et ainsi de suite. Et c'est un travail qui doit être perpétué, relancé. Là aussi, c'est un apprentissage de la vie. Donc nous travaillons dans ce genre de relations, par exemple avec la Maison de l'Histoire, qui est un centre interfacultaire de l'université. On travaille avec la Nuit des musées pour accueillir des animations. On travaille avec la presse. J'ai parlé ici des travaux qui se font dans la tribune au nom de Genève au fil du temps, qui utilisent l'iconographie genevoise. On travaille cette semaine encore avec le Bodmer Lab pour faire un accueil. On travaille le Salon du Livre. Voilà. Tous ces objets, toutes ces rencontres et ces collaborations sont de nature à mettre, je dirais, en résonance les collections ou nos missions avec des gens qui utilisent nos espaces ou qui nous sollicitent dans un échange de médiation ou de présentation. Il est évident que cette médiation aujourd'hui prend des formes de nature numérique, comme partout. Je ne sais pas si je vais vous lancer les appels, mais je peux vous décrire les choses. On a cette année ouvert un blog qui est une nouvelle forme, je dirais, pour l'équipe aussi de s'exprimer sur l'espace numérique en tant qu'institution. On a tout un dispositif de lieux d'accès aux collections qui va s'enrichir d'ailleurs en 2020 et sur lequel, je pense, nous reviendrons publiquement pour le valoriser avec la mise en ligne de véritables bibliothèques numériques, je dirais massives à l'échelle de Genève, puisqu'on aura à peu près 800 000 documents qui vont être associés aux bases de données d'inventaire qui aujourd'hui sont essentiellement ce par quoi on peut s'informer sur les sources documentaires de la bibliothèque de Genève. Donc tout ça va changer. On travaille à notre mesure, mais c'est important dans une démarche qualitative et elle fait partie, on l'a vu, de l'impact et c'est très important de travailler sur du qualitatif régulièrement. Et tant pis si on n'est pas toujours sur les grandes masses. Donc les enrichissements wiki, on vient d'en vivre un avec la mise en valeur du fonds de Jean-Gabriel Hénard à travers ses daguerréotypes. La conservatrice a publié une très belle notice dans le Wikipédia qui apporte vraiment une plus-value. Je ne sais pas si j'arrive. Voilà, ça c'est un travail qui a été fait ici et qui permet de remplir toute une information de connaissances, une médiation assez approfondie et qui permettra de faire des liens aussi sur la base numérique quand elle sera ouverte. Voilà. C'était juste un exemple, mais c'est pour vous montrer ce genre d'exercice qui est de loin pas négligeable dans l'optique de la valorisation. Ça, c'est le blog, effectivement. C'est ouvert. Voilà. On fait aussi sur notre site même des notices sur des personnalités qui permettent de documenter. Topfer, par exemple, on parlait de lui, fait partie de ces figures dont on a les fonds et qui sont documentés sur le site institutionnel. Et puis, il y a les projets dont on a parlé un peu aujourd'hui avec Interroge, qui est fondamental dans la démarche de médiation numérique. Je crois que c'est exceptionnel, c'est remarquable, c'est le bravo à toutes celles et ceux qui le font. La BGE, c'est à peu près 10% des questions, et c'est vrai que, comme pour le MEG, les questions qui y sont pas... je les vois passer, donc je vois la difficulté du traitement en 72 heures. Donc bravo à tous ceux et celles qui le font.
Et il faut le valoriser, il faut continuer de le faire, et il faut y mettre les moyens dans la mesure du possible. Mirabilia, c'est un autre projet avec les musées et les bibliothèques scientifiques qui n'est pas encore en ligne, mais qui doit être une sorte de vitrine sur des thématiques. On peut continuer. Alors, une fois que je sors de ça, que je prends un peu de recul, on retombe sur des questions plus politiques, pas au sens politicien, mais bel et bien de politique institutionnelle. Vers quelle médiation voulons-nous aller? Qu'est-ce qu'on veut faire? Vous avez vu, c'est un programme culturel qui a sa pertinence, qui a son intérêt. Mais on n'est pas du tout, par exemple, sur les mêmes modèles que ceux qui ont été évoqués en lecture publique. On n'est pas dans l'atelier, on n'est pas dans la co-construction, c'est plutôt dans un modèle de transmission de l'expert vers l'auditeur, même si on essaye d'être audible. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il faudra travailler chez nous, créer ces partenariats particuliers. J'ai par exemple commencé à discuter avec Uni3, qui sont déjà en contact dans des travaux d'atelier avec les musées, mais qui pourraient être intéressés de travailler avec nous sur des formes, je dirais, de découverte du monde de l'archive et du patrimoine documentaire. On peut aussi travailler, bien sûr, avec d'autres structures associatives, avec les écoles, bien sûr, qui aujourd'hui sont relativement peu présentes, à part à Voltaire, pour travailler avec nous. Ceci dit, quand on est dans une bibliothèque patrimoniale, il faut bien se rendre compte que tout passe, à un moment ou l'autre, par ce rapport à entretenir aux collections et à leur accroissement et à leur traitement. Et donc, c'est des équilibres extrêmement délicats à trouver entre le temps qu'on consacre à ce travail, je dirais, de mise en ordre de l'information et de médiation. D'autant plus délicat aujourd'hui que dans le domaine même du patrimoine documentaire, la numérisation, l'accès, c'est largement déployé, continue de s'élargir, risque même de prendre du devant sur nous, en tout cas sur l'imprimé. Et il faut trouver, je dirais, des solutions à la question du renversement du rapport à l'information, qui était classiquement, avant le numérique, trouver les documents, c'était compliqué, c'était plutôt difficile, et la rareté était le modèle d'accès aux collections. Maintenant, c'est l'inverse. Et finalement, la rareté, vous l'avez sûrement lu, et comme moi, elle est du côté de l'attention que les gens peuvent accorder à une sollicitation, quelle qu'elle soit. Donc capter l'attention, c'est tout le boulot, je dirais, dans l'espace du numérique qui nous attend et qui passe par des systèmes, si vous voulez, où on doit s'interroger sur quel est le rôle qu'on a joué, notamment pour les bibliothécaires, dans le travail de mise en valeur des collections à disposition. Alors il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup d'avis qui ne sont pas tous garantis, mais un qui domine, en tout cas qui me semble dominer aujourd'hui, c'est l'idée du bibliothécaire qui, dans l'espace numérique, mais aussi en convergence, en continuité avec l'espace tangible, sert de connecteur. C'est-à-dire votre rôle, je peux mettre notre rôle, même si je ne suis pas dans l'action directe, serait si vous voulez, d'identifier des communautés d'intérêt, ce que j'évoquais, ce qu'on rencontre dans la pratique tangible. On ne fait que, à travers les partenariats, susciter des groupes d'intérêt pour qu'on les fasse venir de cas en cas en fonction des thèmes qu'on aborde, d'identifier ces groupes d'intérêt, de voir où ils se structurent et d'agir en dissémination numérique ou de créer des dispositifs numériques sur lesquels on met à disposition un discours sur nos collections. Un discours ou pas de discours, ça peut être simplement de l'information, mais en tout cas, c'est d'essayer de créer de la conversation avec ces groupes d'intérêt numériques qui existent et travailler sur, je dirais, toute une valorisation qualitative et préservant la circulation des informations, donc éviter le côté des clôtures marchandes qui guettent toutes les institutions, continuer à travailler dans cette circulation de l'information sur le web et d'amplifier par nos travaux, par nos recommandations, par ce travail vraiment éminemment fin qu'on peut faire dans nos espaces,
sur les pépites qu'il faut faire remonter à l'oreille des internautes. Maintenant, comment s'y prendre? Et je terminerai là-dessus. Ça ne fait pas très longtemps que je suis à la BGE. On est dans un nombre de chantiers en parallèle assez impressionnant, tout en étant dans des dynamiques qu'on ne peut pas interrompre. Donc, on travaille sur les missions, sur nos valeurs. C'est très important de les clarifier. On ne pourra pas aller vers n'importe quelle forme de médiation, d'assignation de priorités, d'assignation de ressources, sans s'être mis d'accord entre nous sur ces missions et ces valeurs. Et c'est vraiment un travail collectif qu'on doit mener et qui n'est pas du tout anodin, même si c'est pour un texte qui tient en 2 pages. Travailler sur les espaces, on l'a vu avec Madame Hilty, la BGE au Bastion en tout cas, est dans un état, je dirais, de surdensification, de problèmes généraux. On a aujourd'hui, vous connaissez les locaux, au premier étage, la salle du catalogue, mythique salle du catalogue avec ses petits tiroirs, eh ben, ils n'y sont plus. Je voulais vous mettre la photo, je n'ai pas eu le temps de la mettre sur mon PowerPoint, mais voilà, on a fait un basculement. Je pense que chez certains, ça doit laisser des traces. Voilà. Donc, définir ce que j'appelle un cadre cohérent et durable. Durable. J'ai insisté sur le mot durable. Pourquoi je dis ça? Parce que je me rends trop bien compte, et ça fait quand même pas mal d'années que je bosse dans les bibliothèques, qu'on ne peut pas aller fleur au fusil vers la médiation. Vous ne pouvez pas demander aux gens de se lancer et puis, au bout d'un moment, ils vont vous dire « j'en peux plus ». C'est pas possible. On est une institution, on a un programme à assumer et il faut être conscient de ces risques qu'on prend quand on se lance dans la médiation, comme dans n'importe quoi. Mais si on veut le faire, il faut savoir où on va et qu'est-ce qu'on a décidé de faire et avec quels moyens on veut le faire pour les assigner. Il ne s'agit pas d'empiler les projets pour en avoir des centaines, il s'agit de les choisir, les bons, et de les faire, et de réduire à la limite le nombre qu'on veut mener pour être sûr que ceux qu'on fait, on pourra les reproduire ou les pérenniser. Parce que derrière un projet, souvent, il y a des programmes, et ces programmes, il faut les faire durer. Il y a besoin, enfin, et ça pour la BGE c'est un vrai problème, mais ça boucle avec les missions, c'est notre identité. Mais elle est à la fois tangible et numérique. On est encore très peu présent, par exemple, sur les réseaux sociaux. C'est normal, on ne peut pas tout faire à la fois. On va y réfléchir. Il faut choisir justement en fonction des modes de mission qu'on se donne, des objectifs qu'on va se donner en termes de médiation numérique, de définir quel type de plateforme. Vous n'allez pas sur Flickr, vous n'allez pas sur Instagram, vous n'allez pas sur Facebook pour les mêmes raisons. Et il faudra bien identifier, par exemple, ce qu'on veut faire pour choisir ces plateformes et créer cette identité numérique, c'est-à-dire notre réputation, et pouvoir mesurer à un moment ou l'autre si les gens s'intéressent à ce qu'on fait, soit pour changer radicalement parce qu'on s'est trompé, soit pour continuer. Et c'est pour ça que le dernier point est très important, et je le dis aussi pour mes équipes, il faut admettre qu'on expérimente, qu'on peut échouer, qu'on peut faire quelque chose, puis qu'il n'y a personne, ou qu'il n'y a pas grand monde, et puis que c'est pas grave, et puis qu'on travaille, et puis qu'on remet le truc, et qu'on recommence, et qu'on cherche. Voilà, merci.